Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité, vous le savez, c'est la célébration de la date anniversaire de l'accession de Boni Yayi à la magistrature suprême. 6 avril 2006, 6 avril 2013, cela fait exactement 7 ans que le chef de l'État préside aux destinées de notre cher et beau pays, le Bénin. Au début de son premier mandat à la tête de l'État, le président Boni Yayi a réussi à cristalliser autour de son nom les aspirations au changement de millions de Béninois. Mais l'immense espoir qu'il a fait naître est, selon certains observateurs de la vie politique et sociale, aujourd'hui quelque peu retombé. Certes, d'importants efforts ont été faits dans le domaine des infrastructures ou encore l'accès aux services sociaux de base, mais le bilan paraît moins flatteur dans le domaine de l'emploi des jeunes et le panier de la ménagère est aujourd'hui réduit à la portion congrue dans certains foyers. Comme l'exige une certaine tradition médiatique à chaque date anniversaire d'un événement important, nous allons nous prêter ce soir l'exercice du bilan. Après 2 années de gestion sous l'ère du second mandat, que peut-on retenir? C'est bien la question que nous allons poser à notre invité avec nous ce soir sur ce plateau, Marcel Alain de Souza. Il est le ministre du Développement, de l'analyse économique et de la prospective. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, contre vent et marées, notre pays continue de préserver sa stabilité politique et sociale. Mais que dire aujourd'hui du panier de la ménagère, monsieur le ministre? Oui, je vous remercie. Nous sommes à une date anniversaire, c'est-à-dire l'an 2 du deuxième mandat du président Yayi Boni, et il serait bien de jeter un regard sur les 7 ans. Certains parlent d'égarement, certains parlent de pilotage à vue, mais vous savez, lorsqu'il s'agit... de la position où l'on se place. Voilà, la position où on se place, et nous sommes en démocratie, mais il serait bien que vraiment ça soit des critiques constructives. Absolument. Alors, nous traversons une période de crise mondiale. Et quand on dit le président Yayi Boni a promis, il n'a pu rien faire, mais lorsque moi j'interviens et que je m'approche de ces gens, je dis mais le président Yayi Boni, c'est lui qui a créé la crise en Chypre, en Grèce, en Espagne, en France et même aux États-Unis. Et ce n'est pas lui, nous traversons une période de récession. Et nous devons savoir que le Bénin est dans le monde et que nous subissons les coûts de la crise. Alors, pour l'ancêtre, je peux dire que du point de vue économique, vraiment nos fondamentaux, c'est-à-dire l'équilibre macroéconomique se porte bien. Absolument, on va y revenir. Mais il y a quelques inquiétudes. Le panier de la ménagère, un mot sur le panier de la ménagère, je peux vous dire que l'inflation a atteint un taux très élevé pour notre pays, 6,7% à la fin du mois de l'année 2012. Et nous sommes champions en matière d'inflation, mais c'est une politique économique qu'il a voulu, c'est la lutte contre le paillon. Vous savez, au début de l'année 2012, lorsque le Nigeria a supprimé les subventions sur le pétrole, le prix du pétrole a monté. Et ça a eu un effet sur l'ensemble de l'économie. Ensuite, le gouvernement a décidé de ne plus laisser l'informel dominer 91% de notre secteur pétrolier. Il y a à peu près 10 ans, 15 ans, mais la Sonacop participait pour près de 20 milliards à notre budget. Aujourd'hui, elle ne participe plus et au contraire, il faut pouvoir supporter et les tenir à bras le corps. Aujourd'hui, 91% de notre secteur pétrolier est dominé par l'informel, par le paillon. Seulement 9% reste entre la Sonacop et les privés qui s'y sont installés. Et c'est pour ça que nous avons une inflation élevée. Et lorsque je participe au Conseil des ministres de l'UMOA, j'apaise les autres pays. Dans la mesure où c'est une politique de lutte pour pouvoir bloquer la route de l'approvisionnement du paillon. Et nous ne prétendons pas que nous allons complètement supprimer le paillon, mais il faut atténuer les effets. Oui, absolument. Et pouvoir faire ce... C'est des éléments pertinents, mais ce que je souhaiterais avoir pour cette première question-là, c'est ce que vous entendez, les échos que vous recevez. Quelle est aujourd'hui la consistance du panier de la ménagère? Oui, pour le panier de la ménagère, les gens trouvent que la vie est chère. Mais les produits de première nécessité sont, par les performances de notre système agricole, sont disponibles sur le marché. Alors, lorsque nous prenons le maïs, aujourd'hui le tongoro est vendu sur le marché à 250. Mais l'État étant préoccupé par la lutte pour la pauvreté et surtout pour les plus démunis, a mis un système de financement. 2,5 milliards ont été réservés pour le maïs et le riz à l'ONASA l'année dernière et 3 milliards sont réservés pour 2013, sans compter les 8300 tonnes de riz que nous fournissent le don japonais. Alors, on a organisé un système pour que le riz
et le maïs, qui sont les denrées de première nécessité dans notre pays, soient à un prix abordable. Alors aujourd'hui, donc le tongoro de maïs, j'ai été au marché, est à 250 francs, n'est-ce pas? Mais malgré ça... Et l'ONASA le vend aujourd'hui, puisque le sac de 50 kilos à 6 250, ça fait 125 francs, donc moitié prix. Le riz coûte sur le marché aujourd'hui, quand il s'agit du riz local, ça coûte à peu près 500 francs. Et l'ONASA le vend à 200 francs, c'est-à-dire 5 000 francs, le sac de 25 kilos. Le don japonais également, c'est à 250, alors que ça coûte à peu près 700 francs sur le marché. Donc, il y a tout cela. Oui. Et c'est pour dire que du point de vue sécurité alimentaire et nutritionnelle, les marchés sont approvisionnés. Donc, nous sommes à l'aise aussi bien sur le maïs, sur le manioc et l'igname. Oui, sur le riz, il y a encore un déficit. Évidemment, les produits sont là, mais ce qu'on constate aujourd'hui sur nos marchés, c'est que la clientèle n'y est pas. C'est-à-dire que la poche du Béninois lambda de l'intérieur souffre d'une certaine raréfaction et les produits sont là, on n'arrive pas à les acheter. Oui, c'est pour ça qu'une politique de prix bas est pratiquée. Et ensuite, n'oubliez pas que quand on dit l'inflation, ça veut dire qu'il y a une augmentation d'un certain nombre de prix. Mais cela n'est pas lié essentiellement au Bénin. Nous avons d'abord les prix qui sont des produits importés. L'extérieur, surtout la zone franc, est en crise. La Chine n'est pas en crise, c'est vrai, mais là également, ce n'est pas tout à fait rose, même dans les pays émergents. Donc le taux de croissance continue, mais à cette année, c'est un peu plus bas. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous allons inviter nos concitoyens à la patience. Absolument. On va y revenir, monsieur le ministre. À la patience, si parce que même s'il y a croissance économique, pour que la croissance puisse se diffuser au niveau de l'ensemble de la population et qu'on puisse ressentir une croissance inclusive et qu'on puisse en profiter aux jeunes, aux femmes, aux couches les plus sensibles, il faut maintenir le taux de croissance à un niveau élevé et à une dizaine d'années. Absolument. Une dizaine d'années. Si vous permettez, nous allons faire un tour à la régie pour lire ensemble quelques réalisations du gouvernement du changement, si vous voulez. À la régie. Non, Boni Yayi, président de la République. 2 années après, ces images qui consacrent l'investiture du président Boni Yayi pour un second mandat à la tête de l'État n'ont subi aucune altération. Après un premier mandat de 5 ans marqué par de nombreuses réalisations, notamment dans le domaine des infrastructures, le docteur Boni Yayi a maintenu le cap après sa réélection en avril 2011. Et face à l'ampleur des défis à relever, l'ancien président de la BOAD a affiché sa détermination. Au milieu de Béninois frappés de plein fouet par le marasme économique, le gouvernement a fait l'option de l'installation de boutiques témoins en vue de céder à des coûts relativement bas des céréales aux ménages les plus touchés. Que ce soit dans le domaine de la santé ou celui de l'éducation, d'importants programmes lancés sous l'ère du premier mandat ont été poursuivis dans le but de répondre à la demande sociale toujours plus forte. L'une des récentes illustrations de cette réussite est l'élan de solidarité et de grande générosité qui ont entouré l'opération 120 jours pour équiper les hôpitaux. Un label 100% béninois qui s'est soldé par la mobilisation d'importants lots d'équipements sanitaires immédiatement mis à la disposition des centres de santé. En attendant de cerner les retombées de la même opération, cette fois-ci au profit des lycées et autres centres d'éducation, il importe de scruter l'horizon dans l'espoir de voir se généraliser l'initiative de Dogbo. Si cette idée, portée par le chef de l'État, venait à s'éclore à travers l'implication citoyenne de chaque Béninois, des infrastructures de base telles que les écoles, les hôpitaux ou encore des pistes de desserte rurale devraient connaître un taux de réalisation plus élevé aux 4 coins des 77 communes du Bénin. Il est des hommes que le travail accompli de façon prolongée et soutenue use. Yayi Boni. À l'âge de 60 ans, le chef de l'État n'a de cesse d'enchaîner visites de chantier sur visites de chantier, audiences ou encore voyages, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ils sont nombreux, ces spécialistes de la politique africaine, à vanter le mérite du Bénin à travers le leadership impulsé par son chef, surtout lors de son mandat à la tête de l'Union africaine. Seulement voilà,
La grande disparité entre les couches sociales et surtout la question de l'emploi, notamment celui des jeunes, demeure des préoccupations de tous les instants. Les déboires énergétiques notés ces derniers temps ne sont pas de nature à desserrer les taux sur le climat social déjà mal en point. La relative accalmie notée sur le front syndical est loin de dissiper nos inquiétudes. Il faut bien plus pour réaliser dans un climat apaisé les nombreux points inscrits sur la feuille de route de l'actuelle équipe gouvernementale. L'espoir est tout de même permis. Encore 3 ans pour le chef de l'État et son gouvernement pour parer au plus pressé et surtout apporter des solutions idoines aux préoccupations de l'ensemble des Béninois. En tout cas, la détermination affichée ne laisse l'ombre d'aucun doute. Il appartient aussi à chaque Béninois d'apporter sa pierre à l'édifice, car ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de rechercher les voies et moyens pour explorer l'immense potentiel dont regorge le Bénin. À l'heure où l'entité portuaire reprend son souffle et dans l'espoir de voir s'écouler un jour de l'or noir de nos gisements, nous pouvons enfin retrousser nos manches pour, tout au moins, produire sur nos terres fertiles ce dont nous avons besoin pour assurer notre alimentation quotidienne. Le génie béninois, tant vanté au-delà de nos frontières, doit refaire surface pour la concrétisation des ambitions légitimes de nos populations. Aux grands mots, les grands remèdes, dit-on. À l'heure où le compte à rebours est relancé, nul ne peut se priver de laisser vibrer sa fibre patriotique pour la seule et unique cause, le Bénin. On le voit, Monsieur le ministre, de solides réalisations sont à mettre à l'actif du gouvernement. Il y a des réformes, mais selon certains observateurs, ces réformes évoluent au petit trot. Non, les réformes évoluent très bien. Et vous savez, nous avons des déficits importants en matière infrastructurelle. D'abord, au niveau de l'énergie. Vous voyez tous les efforts que nous fournissons, Maria Gleta. Ensuite, les efforts que nous fournissons pour construire le barrage sur l'Ouémé. Vous avez vu sa visite en Turquie. Et hier, l'inauguration, la pose de la première pierre qui a été faite. Et le barrage d'Adjarala, que nous poursuivons également pour sa réalisation, pour apporter une solution au problème de l'énergie électrique. Et nous devons assurer la sécurité au niveau de l'énergie électrique. Aujourd'hui, c'est le Nigeria, par le TCN, qui nous fournit 200 MW. Le Ghana nous fournit à peu près 65 MW, mais ça vient à 10, ça vient à 20. Nous n'avons pas cette sécurité-là. Or, l'énergie est comme le sang qui coule dans les veines. Si nous ne réglons pas ce problème-là, la croissance, la pauvreté et tous les défis que nous voulons lever, nous ne pourrons pas les lever. Donc, du point de vue infrastructure, l'énergie constitue le numéro 1 pour lequel nous trouvons des solutions. Chez vous-même, vos appareils, ça se grille. Absolument. Avec les délestages qui reprennent. Bon, le gouvernement fait des efforts pour y aller, mais il faut des ressources importantes et des ressources adaptées. On ne peut pas financer le développement avec le taux du marché, par exemple. Il faut trouver des mécanismes et des financements innovants pour pouvoir améliorer. Ensuite, nous avons des déficits sur nos routes. C'est à croire que nous n'avons pas de chance. Presque toutes nos routes se sont gâtées en même temps. Il y a le problème de la culture de maintien, de la maintenance, etc. Il faut le régler. Ensuite, les rails. Mais un pays qui se veut, un pays qui veut aller vers l'émergence en 2025, qui n'a pas de rail. Et nous avons un projet important qu'on appelle la boucle ferroviaire en commun avec le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais ça nécessite 5 milliards de dollars pour couvrir 2900 km de rails. Et si nous le faisons, cela va impacter l'intention du chef de l'État qui a dit dans son projet de société faire du Bénin une puissance agricole régionale. Et nous pouvons y parvenir. Il faudrait que nous puissions donner de l'espoir. Dans la mesure où à peine 30% de nos terres sont mises en valeur. Et donc, nous avons du potentiel. La vallée de l'Ouémé, c'est l'une des vallées les plus riches au monde. Et donc, si nous mettons les réformes qui consistent à jouer avec la mécanisation, la diversification agricole, et sans compter l'agribanque que nous devons former et aller vers une mécanisation, mais si nous le faisons, nous pourrions fournir, nous pourrons donner à manger à toute la sous-région. Oui, mais justement, tout cela se fait sur la base d'un budget, celui qu'on a voté cette année, s'élève à environ, je parle sous votre contrôle, à 1044 milliards. C'est bien ça. Contre 1016 milliards en 2012. Oui, c'est bien ça. Ça n'a pas beaucoup varié. Comment est-ce qu'on peut relever ces défis-là? Avec la crise, vous n'avez pas vu que les caisses sont à moitié vides dans les pays européens et autres. Où est-ce qu'on peut trouver les moyens, justement, pour, par exemple,
faire fructifier ce partenariat qu'on veut nouer avec la Turquie en matière d'installation des barrages? Où est-ce qu'on va trouver les fonds? Alors, nous sommes obligés de négocier et trouver des fonds, et aussi bien les prêts à des taux concessionnels, des dons que nous mobilisons. Par exemple, l'année dernière, nous avons mobilisé environ 190 milliards. Et c'est la Banque mondiale qui occupe le premier plan avec 47 milliards. Ensuite, l'Union européenne avec 32 milliards. Et enfin, nous avons, après l'Union européenne, nous avons une troisième qui a eu à financer autant de ressources. Mais ces ressources-là, si nous ne les coordonnons pas dans un plan global que nous avons mis au point, qu'on appelle la politique nationale de l'aide au développement, mais là également, nous ne pourrons pas avancer. Mais l'aide sera toujours insuffisante parce que personne ne peut venir développer notre pays à notre place. Il nous faut faire, comment on appelle, preuve d'imagination, d'aller vers des financements innovants, par exemple le partenariat public-privé, pour lequel nous sommes en train d'élaborer une loi. Cette loi, d'ici peu, doit prendre corps. Absolument. Ensuite, je voudrais terminer. Oui. Nous avons un programme important. Depuis notre indépendance, nous n'avons jamais su ce qui se trouve dans notre sous-sol. Le président Yahya Boni et le gouvernement ont décidé de signer avec une société multinationale Finlande-Canada et qui viendra, s'appelle Fubro CGG. Ils vont venir pour scanner notre sous-sol. Et quand on va scanner notre sous-sol, on ira à 600 mètres pour la partie continentale et à plus de 200 km dans la partie maritime. Je suis convaincu que Dieu n'est pas si mauvais que ça. Que nous allons trouver du pétrole, que nous allons trouver de l'or et même de l'uranium. Je parle de l'espoir. Oui, mais lorsqu'on écarte tous ces gisements miniers que vous citez, le Bénin est quand même riche. Le Bénin a un port, le Bénin a une ouverture sur la mer. Le Bénin est un pays culturellement très riche. Le Bénin a une jeunesse. C'est vrai. Le Bénin a une jeunesse parce que la population, plus de les 2 tiers de la population ont moins de 25 ans. Donc c'est une population jeune. Donc nous avons ce qu'on appelle dividende démographique. Les mettre au travail justement, monsieur le ministre. Ensuite, après la jeunesse, nous avons des atouts. Les atouts, c'est les terres que nous avons avec les eaux. Et enfin, nous avons la détermination du président Yahya Boni et de son gouvernement, l'engagement pour aller de l'avant. Oui. Mais nous ne pouvons pas y arriver si nous ne nous mettons pas ensemble. Et que du point de vue engagement, le président Yahya Boni seul ne peut pas développer le pays. Ce n'est pas possible. Pourquoi il n'a pas été possible, par exemple, de démultiplier une expérience comme celle du projet Songhai dans tout le Bénin? Pourquoi il n'a pas été possible de le faire en J'en viens. Nous avons un programme qu'on appelle le partenariat, le projet de partenariat pour l'entrepreneuriat agricole. Nous avons signé avec le Songhai et le PNUD. Nous avons déjà installé 2 centres incubateurs, un à Porto Novo et le second, nous l'avons installé à Kétou. Le 3e, ce sera à Zanyarado. Et c'est pour former les jeunes et leur donner l'entrepreneuriat agricole. Vous savez, notre éducation, lorsque nous sommes formés à aller à l'école et on nous dit, vous êtes formés pour aller au service. Alors, depuis le temps colonial, le temps est venu de reformater complètement notre éducation. Le problème est là. Nous avons des ressources humaines, mais il faudrait que nous allions vers l'enseignement technique, l'enseignement professionnel et que nous formons pour l'emploi. Je vous donne l'exemple de la Chine. La Chine veut atteindre le développement industriel complet en 2030 et ils ont déjà arrêté. Aujourd'hui, qu'ils doivent former pour 2030 au total 200 millions d'ingénieurs industriels pour lancer leur industrie. Et nous avons formé pour l'anglais, nous avons fait les lettres modernes, nous avons formé. C'est important. Mais le reste, il faudrait que nous puissions envisager que nous pourrions amener le Bénin vers l'émergence, par l'industrialisation et la transformation de nos produits de base. En 2006, en pensant au changement, justement, on a pensé à tout ça. On a pensé qu'on doit changer un certain nombre de choses. 7 ans après, nous sommes à l'étape où nous sommes, monsieur le ministre. Parlons de la réorganisation de la filière coton. L'État a pris en main les choses après une série de crises. Que retenir justement aujourd'hui de ce qui a été fait lors de la campagne? Je vais parler de 2 réformes importantes. D'abord, le coton. Oui. Le coton, vous savez qu'il y a une crise de confiance entre les cotoculteurs, c'est-à-dire les paysans qui cultivent le coton, et les groupements villageois, et l'actionnaire, le promoteur principal, le secteur privé, l'AIC. Ensuite, il y a eu crise de confiance entre le gouvernement et le promoteur parce qu'il y avait un problème sur le montant de subventions. Près de 70 milliards qui ont été injectés, mais nous n'avons pas revu l'effet. Nous avions atteint une production de 427 000 tonnes en 2004 sans les subventions. Maintenant, on subventionne les intrants, on réorganise et nous n'avons jamais dépassé 174 000 tonnes, voire 200 000 tonnes. Cette année, oui, l'État a repris exceptionnellement en main et nous avons piloté.
nous avons piloté, nous allons atteindre probablement 250 000 tonnes. On avait dit 350 000 dans les estimations, mais nous avons livré les intrants tardivement. Ce qui fait que la productivité, le rendement que nous avons atteint, c'est de l'ordre de 1 tonne 2 à l'hectare. Alors que, moi j'ai été en Israël, c'est 6 tonnes à l'hectare. En Chine, c'est 8 tonnes à l'hectare. Donc il y a un travail à faire pour les semences, la qualité des semences. Et cette qualité-là doit nous permettre d'avoir un taux de germination élevé de l'ordre de 95%. Or, nous tournons autour de 70-75%. Donc, il y a un travail à faire. Alors, ensuite, c'est les résultats. Je m'insurge contre le fait que les gens disent qu'on a mis des milliards engloutis pour rien. Oui, cette année, nous avons piloté... La contrepartie financière, justement, la contrepartie, est-ce que ça peut permettre d'amortir, justement, tout ce qu'on a... La totalité sera amortie sans que l'État ne mette un franc dans ces ressources-là. Nous avons pris la BOAD, qui a syndicalisé un crédit avec le système bancaire de 82 milliards. Ces 82 milliards seront intégralement payés parce que les recettes prévisionnelles s'élèvent à 110 milliards. Si nous vendons, parce que nous avons fait de très bons placements, les meilleurs placements de la sous-région. Vous savez, on a débuté avec 824 francs la tonne, 824 francs le kilo. Et nous avons supporté 30 000 tonnes qui avaient été vendues par le secteur privé, que nous avons été obligés de vendre notre coton sur la base d'une moyenne de 824 francs le kilo. Après, nous avons placé jusqu'à 975 francs. Et donc, nous aurons un prix moyen dépassant 900 francs. Sur cette base, le bénéfice minimum que nous attendons, c'est 20 milliards. Et ces 20 milliards-là vont profiter à l'ensemble de la population et aux contribuables, puisque nous allons dégager des ressources, renforcer peut-être l'énergie, faire des réalisations communautaires pour l'ensemble de la population, ce qui ne se faisait pas. Alors là, l'espoir est permis de ce côté-là. L'espoir est permis. Et l'année prochaine, nous voulions continuer sur la même base. La campagne à venir, quelles sont les dispositions que vous prenez? Pour la campagne à venir, nous avons emblavé à peu près 350 000 hectares. La campagne à venir, c'est 450 000 hectares que nous voulons emblaver. Nous avons déjà lancé les commandes. C'est vrai, nous avons déclaré l'offre infructueuse parce que nous avons vu des offres bizarres qui nous prouvent que si on commandait à certaines personnes, ils ne livreront pas. Donc, nous avons délégué dans toutes les usines, puisque je fais partie du comité interministériel qui gère, nous avons dépêché dans les usines, nous avons eu d'excellents prix. Et les commandes sont déjà passées. Donc, nous pourrons avoir les intrants en un temps record et disponibles. Et donc, nous espérons que nous n'allons plus reculer et que nous allons produire dans les 350 voire 400 000 tonnes. Mais nous avons la possibilité de le faire. Mais il faut qu'il y ait l'encadrement. Nous avons voulu transformer les SERPA en CARDER pour rapprocher des populations, un certain nombre de décisions et encadrer les populations. Et comme nous avons payé cash, c'est vrai, il y a eu quelques retards dans certaines zones. Nous pensons que les paysans sont disposés et que nous pourrions produire mieux que par le passé. Il n'est plus question de reculer à moins de 250 000 tonnes. Vous savez, le Mali a connu des problèmes, la guerre. Mais malgré cela, le Mali a produit 500 000 tonnes. Ça veut dire que nous avons déjà, du point de vue institutionnel, le système qui tourne même en période de guerre. Ce que nous n'avons pas toujours, on a toujours une vision prospective, sans avoir la vision programmatique. Il faut programmer et anticiper les dépenses, et anticiper les programmes. C'est comme ça qu'on peut développer un pays. Monsieur, nous allons aller très vite. Le coton, à côté du coton, il y a le port autonome de Cotonou. Ce sont des éléments qui déterminent notre économie. Le port autonome de Cotonou joue aujourd'hui la carte de la modernisation, mais après aussi, à ce niveau, une crise. Le port autonome de Cotonou a connu une crise, mais les choses s'arrangent très sérieusement. La première réforme que nous avons eu à faire au port, c'est celle du guichet unique, pendant 12 ans, 13 ans. Aujourd'hui, le guichet unique permet d'avoir les meilleurs résultats possibles au niveau du port. Comme le disait le ministre de l'économie et des finances hier, c'est pour la première fois que les recettes douanières portuaires du port ont dépassé 300 milliards. On a eu 322 milliards. Grâce au guichet unique, mais il y a encore des efforts à faire du point de vue gouvernance, parce qu'il y a encore des conteneurs qui sortent parfois sans que les BFU, c'est-à-dire le bordereau de frais unique, ne soient apurés. Mais avec le temps, nous allons y remédier et nous sommes certains que les ressources portuaires peuvent aller jusqu'à 400 milliards. Ça, on l'espère. Ensuite, les activités au port ont repris. Le port a même bénéficié d'un prix que la SFI lui a donné, et je dirige une délégation où nous irons prendre à Washington le prix de bronze que le port a eu. Dans tellement de ports, le port de Bénin a eu le prix de bronze. Vous savez, après le prix de l'or, l'argent, c'est le bronze. Donc notre port est bien classé. Alors, notre port avait connu des problèmes d'engorgement avec le PVI. Aujourd'hui, la circulation est beaucoup plus adéquate. Et les activités au port ont augmenté de 11%.
Il n'y avait plus de bateaux au port. Aujourd'hui, nous avons 15 et 20 bateaux au quotidien. Oui, mais justement, il faut rappeler que la crise liée au PVI a détourné un peu le trafic. La crise au PVI avait vers détourné le trafic vers le Togo, vers Tema et ensuite vers Est-ce que le rythme est soutenu? Le rythme commence à revenir. Sinon, vous savez très bien que si les recettes douanières se sont améliorées, c'est parce que les importations ont augmenté. Alors, les activités portuaires ont augmenté de 11%. Mieux, avec les réformes que nous avons mises en place, pour sortir un conteneur, il y a des indices. En 2011, pour sortir un conteneur, il fallait 33 jours en moyenne. En 2012, c'est 7 jours en moyenne. Mais l'objectif, c'est 24 heures. Pour avoir la compétitivité de notre port, il faut qu'un conteneur qui arrive en 24 heures sorte du port. C'est là que nous allons gagner. Alors, au niveau du port, je voudrais ajouter qu'il y a la fluidité de la circulation. Nous avons eu 2 quais grâce au MCC. Je en profite pour remercier les États-Unis. Grâce à eux, nous avons eu 2 quais en plus. Aujourd'hui, le Bénin a 9 quais, contre 12 quais au Togo. Et il y a des travaux confortatifs pour élargir notre passe de 90 mètres et approfondir. Nous avons un tirant d'eau de 10 mètres 50. On veut aller jusqu'à 13 mètres, voire 15 mètres. Ça permettra d'économiser sur le fret. Donc, l'espoir est permis au niveau du port pour que les activités reprennent. Et si les activités reprennent, ce sera au niveau des exportations comme au niveau des importations. Et cela va améliorer les recettes et donner un coup de pouce à notre croissance économique. Alors, parlons-en. Notre croissance économique, aujourd'hui, nous sommes à 5,4%. Nous venons de loin. En 2009, nous étions à 2,6. En 2010, nous sommes passés à 2,7. Et en 2011, 3,5. Et en 2012, nous sommes à 5,4. Mais ceux qui disent que nous sommes en peloton en arrière, ils mentent. Ça, je peux vous le dire. Sur des bases claires, sur la base des statistiques arrêtées par la BCEAO, dans le mois dont nous faisons partie, il y a 3 pelotons. Premier peloton, c'est la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui à 9% de croissance, après avoir atteint moins 4% avec la crise. Nous avons le Niger, qui avec le pétrole et avec le charbon et l'uranium, atteint aujourd'hui 12% de croissance. Et enfin le Burkina, qui a également les ressources minières, avec l'or, ils ont fait près de 300 milliards. Donc le peloton de tête, le wagon qui traîne du mois, le Bénin n'est pas dedans, c'est vrai, mais c'est des gens qui ont mis, avec une bonne gouvernance, l'exploitation de leurs ressources minières. Nous aussi, nous avons scanné notre sous-sol, et avec une bonne gouvernance, nous pourrions avoir ces ressources. Donc le Bénin est dans le deuxième peloton, qui est composé du Sénégal, du Togo et du Bénin. Le Bénin occupe la tête avec 5,4% de croissance. Et enfin, nous avons le Mali et la Guinée-Bissau qui sont à l'arrière-plan. Et vous comprenez pourquoi. La situation au Mali, la guerre, et l'instabilité au niveau de Guinée-Bissau. Donc notre pays n'a jamais occupé la dernière place en matière de croissance économique. Et la croissance économique, ça veut dire création de valeur, création d'emplois pour les jeunes et surtout respecter l'environnement. Oui, et donc l'espoir est permis. Justement, parlant de croissance, vous-même vous l'avez dit, pour qu'une croissance se répercute sur le panier de la ménagère, il faut aller peut-être à 2 chiffres, il faut que les données soient suffisamment fortes. Non, il faut que ça soit une croissance inclusive, c'est-à-dire qui puisse permettre de créer des emplois. On n'en est pas encore là. Nous en sommes là. La création d'emplois a commencé, mais comme je vous l'ai dit, il faut reformater notre système éducatif et que nous ayons, du point de vue formation technique et professionnelle, des gens capables de soutenir la transformation de nos produits de base. Nous fabriquons le coton, mais les 90% du coton sont destinés à l'exportation. Et si nous mettons des industries textiles, mais pour le faire, il faudrait d'abord qu'on ait l'énergie à bas prix. Aujourd'hui, l'énergie coûte 5 fois plus cher qu'en Éthiopie. Et donc, il faut qu'on règle ces problèmes-là, qui sont des problèmes fondamentaux, et aller vers une industrialisation. Et nous avons également, je peux vous le dire, les 6 usines pour lesquelles le chef d'État a été aujourd'hui voir comment c'est. Les usines de transformation de tomates. Ces usines, nous allons les mettre en marche et nous allons confier au secteur privé pour qu'une bonne gestion soit faite. Et tout autour, c'est comme des filières que nous avons créées. Et ensuite, je voudrais faire appel à l'agriculture. Nous avons lancé le plan de relance du secteur agricole. Et avec ce plan, je vous assure, non seulement nous allons conforter le coton, renforcer les acquis, mais nous allons mettre des filières comme l'acajou, l'ananas, maïs et le riz. Mais il y a au total 13 filières, mais qui trop embrassent mal les trains. Donc nous allons prendre 2 filières, nous les développons sur 2 ans, 3 ans. Vous irez progressivement voilà. Alors. Et c'est ça qui va créer les emplois et qui va permettre d'avoir un bien-être diffus pour améliorer le quotidien des Béninois. Monsieur le ministre, avant de parler des réformes administratives, nous allons juste dire un mot. L'après-PVI, comment est-ce que vous comptez gérer tout cela? Est-ce qu'il n'y aura pas, en dehors des effets collatéraux, on sait que dans cette affaire, les Béninois, des jeunes Béninois ont perdu
leur emploi. Comment est-ce que vous allez gérer la suite? Alors, la suite est simple à gérer. Et nous devons négocier, puisque nous avons, le ministre de l'économie et des finances l'a expliqué hier, dans le PVI, il y a 4 pans. Le premier pan, les valeurs à l'importation. Donc, le Bénin Control servait à cela. Ensuite, le scanning. Le scanning, là également, on va acquérir par l'État ou bien créer une société d'économie en lançant un appel d'offres, trouver pour un opérateur pour faire le scanning. Ensuite, nous avons les pesées, et là, ça a déjà commencé, et enfin le tracking. Et donc, le PVI, en principe, le guichet unique peut, avec l'élargissement de leur mission, peut contribuer à le faire. Mais l'option n'est pas encore bien nette. Le gouvernement doit prendre cette option après négociation avec nos partenaires et nous pensons que nous ne sommes pas là pour venir parler de PVI, de tout ce qui a été fait. Risque au tout niveau nos nouvelles à venir. Aucun risque au niveau du contentieux judiciaire. Aucun risque. Aucun risque. Il y a un contentieux et bon, donc nous allons épuiser ce contentieux-là, mais je pense que c'est des solutions qui pourront être trouvées sans problème. Alors, Monsieur le ministre, parlons des réformes administratives, aller vers une administration de développement, le chef de l'État l'a dit et redit. Qu'en est-il aujourd'hui de la simplification des procédures administratives? On a comme l'impression que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Quand vous prenez aujourd'hui un jeune qui est recruté dans la fonction publique, il doit attendre 8 mois avant de percevoir un salaire. Quand vous voyez un citoyen béninois qui a dû trimer, qui a souffert, qui a essuyé sa sueur, qui va à la retraite, mais un an après il décède et c'est en ce moment-là qu'on pense à son carnet de pension. Est-ce qu'on peut parler de réforme administrative dans une telle situation, Monsieur le ministre? Bien sûr, nous allons parler, la réforme, elle est lente, parce qu'il y a encore la lourdeur. Justement, vous rejoignez, ça va petit trop. La première réforme qu'il aurait fallu faire, c'est celle d'abord de l'administration publique. Parce que c'est l'administration publique qui porte les projets, les programmes. Et si nous n'avons pas des ressources humaines exerçant leur leadership pour pouvoir mettre en application les différentes réformes, les programmes et projets, nous ne pourrions pas avancer. Mais 7 ans après, on ne l'a pas fait, donc, voilà. le ministre. Alors, donc, on ne peut pas parler de 7 ans, même 10 ans. La réforme administrative a été engagée depuis 10 ans, il y a de la lenteur. Mais nous avançons. Il s'agit de transformer notre administration en une administration de développement. Qu'est-ce qu'on appelle l'administration de développement? C'est l'administration qui est au service de tous et surtout au service du secteur privé qui est créateur d'emplois et qui est capable de créer la richesse. Alors, c'est pour ça que nous faisons tout un effort pour que le dialogue public-privé, le partenariat public-privé, la confiance revienne et que nous puissions construire ensemble. Alors, au niveau de l'administration, vous avez bien vu que nous avons fait un séminaire gouvernemental pour adopter les grands principes, voir le système indiciaire, voir les avancements, voir le suivi en matière de production, productivité et de compétences. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas une administration de taille. Nous avons une faiblesse des ressources humaines. Et cette faiblesse-là, ça peut être comblé. Mais on ne peut pas le combler en un jour. Et les Béninois sont pressés. On veut tout et maintenant. Il faut anticiper et mettre dans une vision programmatique tout ce que nous devons faire. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas justifier que cette année n'ont pas suffi pour réformer l'administration. Non, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que nous venons de loin. D'où venons-nous? Posez-vous cette question. L'administration est une administration gangrénée aujourd'hui, où les gens ne travaillent pas beaucoup, où on réclame des primes d'indemnité en permanence. On a une culture des primes d'indemnité en permanence. Et donc, il faut réformer le système de notation qui sera axé sur la productivité et renforcer notre système de suivi et d'avancement au mérite. Et enfin, voir un système comment on appelle, équilibré, un système respectueux des principes égalitaires pour que du point de vue avancement, salaire indiciaire, ce soit clair pour tout le monde. Et ensuite, instaurer le système de sanctions du point de vue discipline. Parce que le manque de sanctions fait qu'il y a des pratiques de bonne gouvernance qui ne sont pas toujours respectées. Alors, l'État a pris quand même certaines décisions importantes. Nous avons une loi. Il y a l'autorité de lutte contre la corruption. Cette autorité est mise en place. Il y a 10 personnes, il reste 3 personnes. Ça ne relève pas du gouvernement. Mais on ne peut pas dire que nous n'avançons pas. Nous avançons. Le gouvernement même n'est pas satisfait du rythme. C'est pour cela que nous disons, nous devons trouver un système pour booster notre croissance. Et en boostant notre croissance, nous pensons qu'il y aura un peu plus, n'est-ce pas, de quotidien. On peut améliorer au quotidien la vie des Béninois. C'est ça le plus important. Or, la pauvreté gagne du terrain. La pauvreté ne recule pas. Et je voudrais qu'on en parle. Cette pauvreté, nous la suivons par l'enquête modulaire des conditions de vie des populations. Aujourd'hui, la pauvreté, si nous avions fait des efforts importants en 2006
où l'indice de pauvreté était de 37%. En 2007, c'est passé à 33%. Donc, il y a eu une amélioration grâce au système de microfinance aux plus pauvres. Mais après, nous avons eu des crises. Crise énergétique, alimentaire, crise financière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le nombre de plus pauvres augmente. En 2009, nous étions à 35,2. En 2011, nous sommes à 36,2. Ça veut dire que la pauvreté monétaire, je viens nuancer, ne recule pas. Mais lorsqu'on prend une comparaison dans la sous-région, cette pauvreté est définie, c'est-à-dire quand on dit pauvreté 36,2%, ça veut dire que le Béninois moyen qui gagne plus de 116 000 francs par an, il n'est pas considéré comme les plus pauvres des 36,2%. Mais justement, au même moment, monsieur le ministre, au même moment, dans la sous-région, le train de vie de l'État augmente. Vous appelez les cabinets ministériels. Rappelez-vous, on a initié chez nous un forum pour parler de la vie chère. Le gouvernement a pris des mesures idoines. On a même demandé au ministre de ne plus voyager en classe affaires, de voyager en classe économique. Mais aujourd'hui, regardez le parc automobile de l'État. Le train de vie de l'État n'a pas véritablement suivi aujourd'hui la conjoncture, monsieur le ministre. Le train de vie, est-ce qu'on peut parler du train de vie de l'État? Vous savez, chez moi, je suis au 4e étage et je monte les escaliers. De ma part, je répare l'ascenseur. Et moi, je pense que l'État a une bicyclette de vie. Ce n'est pas un train de vie, ça. Ensuite, quand vous parlez de billets d'avion, mais les 3/4 des missions auxquelles nous suivons, ce sont les administrations qui financent les organisateurs qui paient les billets. Quand je vais au Conseil des ministres 4 fois par an, je suis administrateur, je suis gouverneur d'un certain nombre de banques de développement, BIDC, BAD, etc. Quand j'y vais, on m'achète un billet en classe affaires. Je ne vais pas dire non, puisque mes autres homologues sont en classe affaires. Est-ce que je dois faire l'apologie de la pauvreté? Je ne veux pas dire que je suis pauvre. Vous savez, moi, je suis de la Banque centrale. Absolument. Hein. Et donc, on va lutter contre la pauvreté, mais il y a des choses, ce n'est pas le budget national qui paye ces billets pour la plupart. Et donc, nous voyageons en classe d'affaires lorsque l'organisation, les organisateurs nous invitent et achètent le billet. Ensuite, quand vous parlez des véhicules, vous n'avez pas vu les ministres que les véhicules lâchent en plein chemin? Et maintenant, vous trouvez qu'on a... On en voit de très rutilants, monsieur le ministre. Il peut y avoir quelques de très rutilants. Mais moi, je vous dis que là où je suis aujourd'hui, moi, je n'ai qu'un seul véhicule. Et encore, c'est un Sonatra. Et qui est très bas. Alors que moi-même, quand j'achète mes véhicules, c'est des véhicules de qualité. Nous n'allons pas aller cultiver la pauvreté. Il faudrait que nous ayons une vision prospective et programmatique qui nous permet de voir comment amener tout le monde vers un certain niveau de vie. Tous les Béninois. Voilà. Alors, quand nous parlons de pauvreté, les gens pensent que c'est au Bénin qu'il y a le plus de pauvres. Non, dans la sous-région, il y a certains pays qui sont à 55% de pauvres. Mais justement, le Bénin est bien doté, donc on doit s'en tenir justement aux efforts que nous devons fournir pour que tous les Béninois se sentent à l'aise, que tous les Béninois vivent, que tous les Béninois aient le repas quotidien, monsieur le ministre. Pour que tous les Béninois vivent et aient le repas quotidien, il fallait faire des investissements plusieurs années à l'avance et anticiper, piloter le développement. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Piloter, ça veut dire que vous avez des investissements innovants et il doit y avoir une suite dans ce que nous faisons. Regardez ce qui nous arrive au niveau de l'énergie. Si depuis l'indépendance, on avait pris ça comme problème à bras le corps, aujourd'hui, nous ne serons pas en train de tâtonner, en train de chercher notre sécurité énergétique. Oh, c'est important. C'est maintenant que nous avons une vision prospective pour dire en 2025, en 2030, voilà ce que nous devons faire. Il faut le faire et mettre les ressources à la disposition. Voilà que les ressources également sont rares. Vous venez de parler de budget. Mais les ressources sont plutôt rares. Donc nous travaillons pour améliorer les recettes. Ce n'est pas avec les impôts, avec les recettes douanières et les taxes sur GSM qu'on développe un pays. Les autres pays qui sont en train d'avancer avec des taux de croissance atteignant 2 chiffres, ce sont les pays qui ont exploité leurs ressources minières. Le Bénin aussi va exploiter ses ressources minières et Dieu qui est grand nous permettra d'avoir des ressources minières et vous verrez dans quelques années comment le quotidien des Béninois pourrait être amélioré. Encore que si on a la croissance et qu'elle n'est pas inclusive et que ça ne profite pas à tout le monde, il faut que ça soit partagé. Mais ça ne peut se faire que dans l'entente, la solidarité, pour que nous sachions que le Bénin est notre patrimoine commun et que nous devons aller de l'avant. En tout cas, l'engagement du gouvernement et du docteur Boni Yayi et la détermination pour aller de l'avant nous ont amenés à organiser une table ronde qui interviendra à fin mai. On peut changer la date, mais c'est surtout pour jouer sur les moteurs de la croissance. Et pour que cette croissance puisse profiter à tout le monde, il faut qu'elle soit maintenue à un niveau suffisamment élevé pendant au moins 10 ans. Et ensuite, qu'elle puisse profiter à tout le monde
créant des emplois, respecter l'environnement et surtout, que ça ne soit pas une croissance sans l'amélioration de la bonne gouvernance. Si nous avons du pétrole qui n'a pas la bonne gouvernance, vous voyez ce que ça donne. Il faut que la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption prenne corps. Et l'impunité, on doit lutter contre cette impunité. Et je pense que nous sommes décidés à le faire. Nous allons évoluer un mot sur cette question-là. Comment est-ce que l'État entend pallier les départs à la retraite dans la fonction publique, puisqu'il y a des générations entières qui iront à la retraite? Vous avez raison, mais il y a un problème budgétaire qui se pose à la base. Vous avez vu que sous la poussée démographique, et c'est bien la démocratie, nous sommes à un taux de 44% masse salariale sur recette fiscale. Ça veut dire que moins de 1% des travailleurs détiennent près de 50% des richesses du pays. C'est ça le problème. Et donc, nous ne pouvons pas recruter n'importe comment sans tenir compte des recettes, des dépenses de l'État. Nous devons faire des dépenses de qualité. Et le FMI et la Banque mondiale reconnaissent, les dépenses sont maîtrisées. Maintenant, nous avons une masse salariale énorme, alors que les ressources humaines de qualité nous manquent, parce qu'il y a des départs massifs. Dans mon ministère, 126 personnes sont parties en 2 ans. Et c'est des statisticiens économistes qui sont habitués au calcul programmatique et surtout prospective. Il faut des spécialistes. Alors, donc, on a mis au point un comité qui travaille dessus pour voir sur 3 ans, 4 ans, comment assurer un remplacement pour les emplois de haut niveau dont nous avons besoin. C'est indispensable. Mais nous devons jouer également avec les salaires et la masse salariale. Mais regardez toutes nos sociétés d'État là, ce que nous avons. Les sociétés d'État sont globalement mal gérées. Quand vous prenez le taux masse salariale sur valeur ajoutée, mais vous êtes à 65 voire 90%. Ça veut dire que les sociétés consomment tout ce qu'elles produisent. L'État ne reçoit plus rien du point de participation au budget. Et donc, il y a une réforme à engager. Monsieur le ministre, le temps nous presse, il y a beaucoup d'autres sujets que nous allons aborder dans cet entretien. Nous allons très rapidement voir un peu ce qui est le bilan que vous-même, vous avez pu réaliser au niveau de votre ministère. Nous allons voir très rapidement ces images et revenir sur ce plateau, puisque la suite nous préoccupe. Voilà. Alors, pour... on va faire un tour à la régie avant de revenir ici. D'accord. C'est un cadre émérite de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, qui a blanchi sous le harnois de cette institution, nantie, entre autres, d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en banque que le président Boni Yayi a nommé à la tête du ministère du Développement de l'année économique de la prospective en mai 2011. 27e ministre du Développement depuis notre indépendance, considérant toutes les dénominations successives de ce ministère. Marcel Alain de Souza, bientôt les 60 ans révolus en octobre de l'année prochaine, est ainsi appelé à mettre au profit de ce ministère carrefour aux missions et objectifs transversaux, cette longue expérience à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et dans les carcanes de la présidence de la République de notre pays. De statut forte, ne faut pas au ministère des attributions, organisation et fonctionnement de ce ministère dès sa prise de fonction le 1er juin 2011. Le plus dur, c'est les défis de développement que nous devons lever. Et ces défis, vous le savez bien, est de faire reculer les barrières de la pauvreté en améliorant le quotidien des Béninois à travers la guidance économique qui permet d'avoir les bons investissements, d'améliorer la production et surtout de donner des emplois durables et stables pour la jeunesse. Le ministère du Développement de l'année économique de la prospective, héritier de l'ancien ministère du Plan, se veut catalyseur des données chiffrées de croissance économique, d'indices de pauvreté et de la statistique de développement. Toute chose que cet ancien directeur national de la BCEAO séquence ici selon un triptyque directement distillé à l'assistance. Notre économie a essentiellement 3 appuis, 3 piliers. Premier pilier, c'est le port, compte tenu de notre position géographique. Donc, c'est le pilier transit, n'est-ce pas, commerce et transport. Parce que nous ne pouvons rien faire sans le Nigeria. Le Nigeria, aujourd'hui, a 265 millions d'habitants et c'est vraiment une puissance économique que nous avons à côté. Et tout notre développement doit tenir compte de ce qui se passe au Nigeria. Donc, voilà le premier pilier de notre économie. Deuxième pilier, c'est coton et textile. Près de 3 millions à 4 millions de personnes mangent à travers la culture du coton. Donc, c'est vraiment une filière stratégique pour nous. Et enfin, troisième pilier, c'est ce qu'on appelle les ascenseurs de l'économie. On appelle l'ascenseur de l'économie les routes, aéroports,
ports, rails, donc qui, lorsqu'on met 1 franc dedans, c'est 3 francs de multiplication qu'on retrouve au niveau économique. Ça là, c'est vraiment des théories économiques très longues, nous n'allons pas y revenir, mais je voulais vous donner ces éléments-là. Voilà, les ambitions, une fois encore dévoilées, Monsieur le ministre. Mais il est important que nous revenions, avant de refermer cet entretien-là, sur le secteur de l'éducation. Il y a une relative accalmie qu'on note aujourd'hui au niveau syndical, au niveau des syndicats, mais cela cache mal ce qui va se passer par la suite. Quel est aujourd'hui le dialogue social? Qu'est-ce qui se fait justement pour améliorer la situation des enseignants de façon générale pour éviter une nouvelle crise? Vous savez que les enseignants sont les enfants chéris de la nation. Le docteur Yahya Boni a beaucoup amélioré leur situation. Et le dernier en marge, c'est les 25% d'augmentation que le ministère de l'Économie et des Finances a eu, et pour lequel on a dit jusqu'en 2014, eux aussi, les enseignants, comme les autres secteurs, vont rejoindre donc ce montant. Alors, nous avons un cadre de concertation que nous devons améliorer. Mais est-ce que ça continue de fonctionner? Parce qu'on n'a plus vu de séances, de réunions avec les syndicats. Oui, on a ralenti un peu parce que nous avons demandé un certain nombre d'études. L'étude sur les avancements, l'étude sur les primes d'indemnité et la grille salariale. Et ce sont des réformes pour lesquelles les études sont terminées. Et donc, il faudrait que ça aille au niveau du gouvernement. Déjà, le gouvernement a déjà vu en ce qui concerne la réforme de la fonction publique, et maintenant au niveau de l'Assemblée. Et après cela, on doit pouvoir trouver un système qui puisse contenter tout le monde. Mais notre démocratie a quand même des dérives. Lorsque vous avez 72 syndicats au niveau de l'enseignement maternel et primaire, 60 au niveau de l'enseignement secondaire, mais vous êtes tout le temps amenés à aller dialoguer. Nous sommes pour le dialogue, mais un dialogue constructif. Alors, nous avons tout récemment mis au point le plan décennal pour l'éducation. Et les bailleurs de fonds, y compris le PME, le Partenariat mondial pour l'économie, pour l'éducation, ont accepté. Nous avons introduit le 11 mars dernier. Nous espérons que ce plan sera adopté. Mais dans ce plan-là, ils nous ont mis en garde en disant que le calendrier scolaire, les horaires scolaires, si nous ne respectons pas, le plan sera rompu. Oui, mais justement, pour éviter cela, est-ce que le gouvernement a pu s'entendre finalement avec les syndicats? Parce qu'il y a eu des points de divergence. On a pensé qu'on devrait augmenter et que l'État n'a pas tenu compte de tous ces éléments-là. En 2 mots, est-ce qu'on a pu trouver un terrain d'entente? Pour le moment, nous avons une accalmie. Et cette accalmie, nous devons la gérer pour pouvoir faire l'année scolaire jusqu'au bout. Mais les objectifs que nous sommes fixés pour notre éducation ne sont pas toujours atteints. Nous devions atteindre dans notre programme décennal qui vient de passer un taux d'achèvement. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence au CI, pour aller en première, nous devons atteindre 95%. Mais je vous assure que nous sommes qu'à 72%. Les horaires, le volume horaire n'est pas respecté jusqu'à présent. Et donc, si les grèves doivent reprendre, ça va porter atteinte à notre enseignement. Donc, il faut de la volonté, une bonne volonté, un dialogue permanent entre le gouvernement et les syndicats. Et nous avons des moyens limités, donc il nous faut prendre patience. Et c'est dans la solidarité que nous pouvons trouver ces solutions. Vous nous rassurez à ce niveau-là? Je vous rassure que le dialogue continue, mais ce dialogue sera animé par les réformes qui sont en vue. Donc, ils sont en embuscade. Et donc, ils verront que si nous mettons ces réformes, surtout de la grille salariale, du système des primes et indemnités, le système d'avancement, si nous mettons tout cela au point, nous allons reformater le système éducatif même. Notre système n'est pas adapté à ce que nous voulons attendre en 2025. Il nous faut l'enseignement technique, l'enseignement professionnel et préparer les jeunes pour l'emploi. Il ne s'agira pas de former, d'avoir une cohorte de diplômés, de Master 2, mais qui ne peuvent pas servir dans notre transformation. Là, il s'agira d'agir sur 2 paliers, agir sur le palier. C'est même 3 paliers, il n'y a pas que 2 paliers. Et ensuite, voir un peu la qualité de l'enseignement. Monsieur le ministre, nous allons progresser. Nous allons parler du partenariat public-privé. L'environnement des affaires n'offre pas assez de garanties au Bénin, c'est ce qui se dit. Il y a eu un forum où on a réuni... Nous avons la table ronde, secteur privé, secteur la suite, public. Justement, est-ce qu'on a comme l'impression que le papier... La confiance. Oui. Et hier même, croyez-moi, je suis ça de très près, il y a eu la séance plénière entre le comité paritaire. Nous avons formé un comité, 13 membres du gouvernement, 13 membres du côté du gouvernement et 13 membres du patronat. Et ils se sont mis à la tâche. Pendant 1 mois et demi, ils ont eu à prioriser les 65 recommandations qui ont été retenues au cours de la table ronde. Et maintenant, ils ont proposé
que nous ayons une autorité nationale de dialogue de partenariat public-privé. Autorité nationale, ANDPP. Cette autorité sera composée de moitié des membres des représentants du gouvernement, de moitié de partenariat, et il y aura un secrétariat permanent. Et tous les 3 mois, nous allons nous rencontrer. Quand parler de fiscalité, parler de justice, parler de l'agriculture, sécurité alimentaire, nutritionnelle, parler d'énergie, des questions qui unissent à la fois les privés et le public pour que nous trouvions des solutions. Le dialogue, c'est le secteur privé qui crée les emplois, qui crée la richesse. Donc nous ne pouvons pas les négliger. L'objectif fondamental, c'est de faire revenir la confiance. Les malaises, nous devons essayer de les mettre de côté. Et c'est dans cette solidarité, dans cette entente, que nous pourrions avancer. Justement, l'État même a beaucoup à gagner, justement, parce que pour un pays roi de l'informel, il y a des niches fiscales qu'on peut justement secouer et avoir des ressources. Mais ça ne va pas vraiment, ça ne va pas vite, monsieur le ministre. Il y a à ce niveau également, il y a un forum. Il y a un peu de lenteur, mais je vous dis, les travaux sont terminés hier même. Le chef de l'État n'est même pas encore informé. Moi, je suis ça parce que c'est un peu dans mon ministère que les travaux se font. Et il y a des groupes thématiques qui vont se créer. Et avec des ministères, lorsqu'il y a des problèmes qui se posent, ces groupes thématiques vont réfléchir, proposer des solutions, et c'est le Conseil des ministres qui décidera en dernier ressort. Et le chef de l'État, tous les 3 mois, aura écouté le privé. Nous aurons l'oreille tendue. Et c'est vraiment dans la concorde que nous pouvons trouver les solutions. Et vous trouvez que c'est lent, mais vraiment, lorsqu'on veut construire, c'est dans une vision programmatique. On programme, on met les ressources et on prend les bonnes décisions. Et donc, il y a une priorisation de ces 65 recommandations, et ça va prendre corps. Un secrétariat permanent sera assuré par le Conseil présidentiel de l'investissement et le secrétariat général du patronat. Et donc, si nous restons ensemble et que nous cherchons des solutions pour notre pays, c'est notre patrimoine commun, je suis sûr qu'ensemble, nous irons plus loin. Alors, monsieur le ministre, si vous étiez donné de parler à un jeune béninois qui nous regarde en ce moment, qui a le diplôme, qui n'a pas un emploi, qui végète dans l'extrême misère, qu'allez-vous lui dire? Je lui dirais d'aller refaire sa formation professionnelle. Il est bardé de diplôme, il a peut-être en lettres modernes, il peut parler français, il peut parler anglais, mais il faudrait qu'il s'insère, n'est-ce pas, par le système de crédit dans la production. C'est la production qui peut nous permettre de résoudre le problème du chômage. Et nous avons des atouts importants au niveau de l'agriculture. Je vous ai dit que nous avons de l'eau et que nous voulons ouvrir 4 centres. 4 centres pour monter du matériel agricole. Il y a un à Banikwara, un à Ouida, un que les Japonais, les Japonais c'est Banikwara, le Ouida c'est l'Inde, et nous avons à Plahoué et puis à Materi. Donc il y a un souci du point de développement local et une répartition zonale pour que vraiment toutes les zones puissent bénéficier un peu de ces réformes-là. Et donc ce jeune-là, je lui dirais, va apprendre à conduire un tracteur, va apprendre plutôt à faire des cultures, hein, pour qu'il y a le problème de la réforme foncière. Le code foncier a été voté, il s'agit de l'opérationnaliser. Il faudrait qu'il s'oriente vers des structures où l'entrepreneuriat sera engagé. Vous le renvoyez à la formation, mais il faut des moyens. Il faut des moyens pour qu'il se forme aussi. Une formation professionnelle et un peu d'imagination. Nous avons trop d'atouts pour qu'un jeune qui veut réussir puisse réussir. C'est vrai au niveau des banques. Pour obtenir des crédits, c'est un peu compliqué. Les taux sont un peu élevés. Mais nous avons d'abord l'ANPE, l'Association nationale pour l'emploi, qui donne des formations de 6 mois pour vous insérer dans les secteurs. Et ensuite, nous avons un certain nombre de structures pour les petites et moyennes entreprises, les petites entreprises qui peuvent les soutenir pour obtenir des crédits et s'insérer comme ça dans la production. Mais tout le monde veut porter veste et cravate comme nous. C'est ça le problème. Mais justement, nous aimons nous asseoir dans les bureaux. C'est la bureaucratie. Vous avez parlé du projet Songhai. La fois dernière, je me suis rendu à Kétou. Et il y avait 45 personnes qui doivent être en train de travailler. J'en ai trouvé 22. Où sont les autres? Ils sont sortis, ils vont revenir, ils vont faire truc. Ensuite, on leur donne des ressources, 60 000 francs, pour faire des semences. Parce que le projet leur donne le logement, donne les sillons, il ne reste qu'à planter et arroser. Même là, ils veulent que ça se transforme en bureaucratie. Mais il faudrait que nous puissions former pour l'entrepreneuriat. Il faut qu'on appelle aux jeunes à entreprendre. Le fait de s'asseoir au bureau et gagner des sous, réfléchir, là on va trouver 10 000 francs, 20 000 francs par jour, je crois que nous allons vers une situation où c'est terminé. Monsieur le ministre, si vous le permettez, on va peut-être faire un clin d'œil en direction des Béninois de l'extérieur. On sait que la diaspora béninoise, elle est riche. Il y a des Béninois qui ont du génie, qui à l'extérieur sont respectés. Qu'est-ce que le Bénin fait? Qu'est-ce que le Bénin fait pour attirer ces Béninois-là, ne serait-ce qu'ils apportent
des ressources, qu'ils apportent des idées. Un pays comme le Sénégal est en avance sur nous dans ce domaine, monsieur le ministre. Qu'est-ce que nous faisons? Vous avez raison, notre diaspora est une diaspora riche et les Béninois à l'extérieur sont des cadres percutants. J'en ai connu un aux États-Unis qui fait des tablettes dans l'informatique et qui a un succès terrible. Un autre en France et qui fabrique du matériel pour la santé et qui est très prisé. Alors, dans le cadre de la table ronde, on a prévu que le premier jour, on va rencontrer les bailleurs de fonds ordinaires. Le deuxième jour, l'après-midi, dans la deuxième séance, nous devons rencontrer le privé. C'est pour ça que nous devons, avec la loi du partenariat public-privé, faire des concessions pour que le privé puisse participer à notre déficit, surtout que nous avons en infrastructure. Le troisième jour, nous devons rencontrer tout ce qui concerne le BRICS, coopération sud-sud, pour que vers les fonds souverains, qu'on obtienne des ressources. Et le quatrième jour, c'est avec la diaspora. Nous aurons à faire un dialogue et à voir ce qu'ils peuvent porter à notre pays et ce qu'ils peuvent faire. Et nous pensons que c'est très important. Nous devons être tous unis dans l'action. Et c'est là seulement que nous pouvons réussir. Alors, monsieur le ministre, vous personnellement, on vous voit bien souvent lorsqu'il y a certains dossiers sensibles qui se rapportent au gouvernement. Qu'est-ce qui explique cette omniprésence? Est-ce que cette proximité que vous avez avec le chef de l'État? D'abord, la tâche que le chef de l'État m'a confiée, c'est le ministère du Développement, donc planification, prospective, analyse économique. À ce niveau, j'ai un rôle transversal avec tous les ministères, un peu comme le ministère des Finances. Et donc, pour piloter le développement, je suis obligé, je suis le président du comité d'orientation en éducation, président de tel comité pour l'agriculture, ainsi de suite. Et donc, quand ces problèmes-là se posent et que le chef de l'État me le demande, je vais indiquer la position du gouvernement. Alors, je m'insurge contre les gens qui disent que je suis usurpateur de poste parce que je ne suis pas porte-parole. Je n'ai jamais demandé à être porte-parole. Mais lorsque la solidarité gouvernementale doit jouer et qu'il y a une question que je maîtrise, si le chef du gouvernement me dit il faut communiquer dessus, j'y vais. Je trouve que nous ne communiquons pas assez, mais c'est que la communication coûte cher aussi. Il faudrait que notre budget nous permette pour que nous ayons une communication fluide, transparente, afin que tout le monde soit informé. Et vous voyez, en une heure, je vous ai dit toutes les réformes que nous avons engagées. Mais il faut l'adhésion de la population afin que ce que nous faisons, les gens puissent comprendre, nous soutenir, parce que le gouvernement seul, ou Yahya Boni seul, ne peut pas contribuer à développer ce pays. Il faut que vraiment à l'unisson, nous puissions raisonner et que nous puissions travailler. Il y a de l'espoir. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir et que nous y arriverons. Plus rien ne justifie, ne pourrait justifier les suspicions nourries par les adversaires politiques en direction du président Boni Yayi. Il l'a dit et redit à la fin de son second mandat. Il va se retirer, il a dit au peuple béninois, il a dit sur plusieurs forats. Vous-même, monsieur le ministre, si vous regardez les Béninois aujourd'hui, est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Moi, je n'ai aucune ambition pour le moment. Pour le moment, vous l'avez dit. Oui, je dis bien pour le moment. Mais ça peut venir. Et ça peut venir parce que je suis citoyen comme tout le monde. Je suis chef d'un petit parti, un apprenti politicien, et qui essaie de chercher son chemin. Mais les gens me prêtent d'intention. Mais c'est sur la base de délations, de jalousie. Une jalousie percutante, où dès qu'on dit, bon voilà, il est lié au chef de l'État, et voilà, il est ceci. J'essaye d'apporter le peu que je puis. Chaque jour, l'essentiel, c'est de pouvoir améliorer le quotidien des Béninois. Et aucun sacrifice n'est de trop pour y parvenir. Et donc, laissons nos ambitions de côté et travaillons. Mettons-nous au travail jusqu'à la fin du mandat, les 3 ans qui viennent là. Nous avons encore des choses à faire. Et après, on verra bien en notre sein si quelqu'un doit pouvoir être candidat, on le déterminera. Le reste là, c'est des intentions qu'on nous prête. Je suis chef d'un petit parti, je dois aller animer mes partis. Mais dès que vous animez votre parti, on dit que vous êtes en embuscade. Vous êtes en embuscade, vous êtes candidat, vous êtes dauphin, vous êtes... Mais qu'est-ce qu'on ne nous prête pas comme intention? Il faut que cela cesse. Mais les adversaires, au Bénin, il y en a toujours. Ils sont dans leur rôle. Mais tout ce que je voudrais dire, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Tout pouvoir vient de Dieu. Et si Dieu vous le donne, je suis un croyant fervent à ce système-là, rien ne pourra l'arrêter. Mais nous devons avoir l'esprit que c'est la lutte contre la pauvreté qui constitue l'essentiel de ce que nous devons viser, et non l'enrichissement, la mauvaise gouvernance, ainsi de suite. Voilà, je vous remercie pour cette entretien. Marcel Allais de Souza, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.